À 4 heures du matin, 57 camions glissent vers la frontière, phare éteint. Sous des sacs de farine et de lait en poudre, des armes estimées à plus de 700 millions de dollars surgissent, comme si l'aide avait été inversée en menace. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement une saisie, c'est un test brutal de souveraineté, au moment où des forces cachées semblent vouloir décider à sa place, et la question devient personnelle pour chaque foyer. Si ce convoi avait franchi la ligne, quelle part du pays serait aujourd'hui différente? Ce texte n'est pas un simple récit d'enquête, mais une lecture structurée des enjeux réels derrière cette nuit du 16 août. L'objectif est de comprendre ce que révèle cette interception sur la capacité d'un État à se défendre, à décider seul et à résister à des pressions qui ne disent pas toujours leur nom. Pour le lecteur, le bénéfice est direct, saisir les mécanismes invisibles qui transforment un incident en bascule stratégique. À ce stade, deux risques se superposent. Le premier, de nature narrative, consiste à réduire l'affaire à un coup d'éclat sécuritaire, spectaculaire mais isolé. Le second, d'ordre politique, consiste à sous-estimer ce que disent les détails logistiques, financiers et humains d'une opération aussi coordonnée. C'est précisément dans ces détails que se loge l'enjeu principal, bien au-delà des images d'armes saisies. Cette analyse avance donc avec une promesse: distinguer faits vérifiables, interprétation concurrente et conséquences mesurables, sans amplification ni minimisation. Chaque passage ajoutera une pièce au puzzle jusqu'à répondre à une question centrale. Comment un événement frontalier devient un révélateur de souveraineté et pourquoi cela concerne bien plus que le Burkina Faso seul? Dès les premières heures, un chiffre fait basculer la lecture de l'événement, celui de 57 camions immobilisés presque simultanément sur un axe secondaire menant à la frontière togolaise. Ce volume, inhabituel pour un simple trafic, change immédiatement l'échelle de l'incident. En quelques minutes, ce qui ressemblait à un contrôle de routine se révèle être une opération coordonnée, pensée pour échapper au radar classique. On découvre alors deux constats essentiels. D'abord, il y a la synchronisation. Les camions viennent de régions différentes, mais convergent au même moment, selon un itinéraire conçu pour éviter les points de surveillance habituels. Ensuite, il y a le camouflage. Sous des sacs d'aide humanitaire parfaitement empilés, les forces de sécurité découvrent des armes neuves conditionnées avec un soin incompatible avec un trafic local improvisé. Ces deux éléments, mis bout à bout, suffisent à écarter l'hypothèse d'un incident isolé. C'est dans ce contexte que le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Informé en temps réel depuis Ouagadougou, il ne traite pas l'affaire comme une saisie spectaculaire destinée à la communication, mais comme un signal d'alarme stratégique. Les consignes données sont précises. Elles portent sur la sécurisation maximale de la zone, préservation stricte des preuves et vérification systématique de chaque numéro de série. L'objectif n'est pas seulement d'arrêter un convoi, mais de comprendre ce qu'il révèle. Pour saisir la portée de cet instant, il faut rappeler la norme habituelle. Au Burkina Faso, les saisies d'armes se comptaient jusqu'alors en dizaines d'unités, parfois quelques centaines. Ici, on parle d'un volume suffisant pour équiper plusieurs formations armées complètes. Cet écart quantitatif rebat les cartes car il suggère une préparation de long terme et des soutiens extérieurs capables de financer, stocker et déplacer un tel arsenal. Ainsi, la révélation n'est pas tant la présence d'armes que ce qu'elle implique. Cette nuit-là montre une vulnérabilité structurelle, mais aussi une capacité de réaction rapide. Elle ouvre surtout une question qui dépasse l'événement lui-même. Si ce convoi n'était qu'une pièce d'un ensemble plus vaste, quelle était la finalité réelle de l'opération? Et jusqu'où s'étendaient ses ramifications? Au cœur de cette nuit, un nom revient dans les premiers rapports. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières dans la région des Canaris. Son rôle n'est pas celui d'un héros isolé, mais d'un professionnel attentif aux signaux faibles. Depuis des années, il observe les flux nocturnes, les écarts d'horaire, les habitudes qui se répètent. Ce 16 août, quelque chose détonne, car plusieurs camions roulent de 100 phares, à une cadence trop régulière pour être fortuite. Sous son commandement, une équipe réduite est déployée
appuyé par 2 véhicules blindés légers et un drone. Le dispositif n'est ni massif ni spectaculaire, mais précis. En moins de 20 minutes, les camions sont immobilisés, sans affrontement inutile. L'ouverture du premier conteneur agit comme un choc. Sous la farine et le lait en poudre, des fusils neufs, des grenades et des roquettes apparaissent, rangées par couches méthodiques. Cet instant marque un basculement immédiat. Les équipes de renseignement sont redirigées, la présidence est alertée et la zone passe sous sécurisation renforcée. Ibrahim Traoré est tenu informé de chaque étape, non pour orchestrer une mise en scène, mais pour garantir que rien ne soit perdu dans la précipitation. Les preuves sont photographiées, balisées, consignées, tandis que les chauffeurs sont interrogés séparément. L'impact précoce de cette interception dépasse le terrain. En quelques heures, une routine frontalière devient une affaire d'État, révélant que la vigilance individuelle peut déclencher une réaction institutionnelle en chaîne. Un détail détecté peut protéger tout un pays. Avant l'aube, la situation semblait banale. Après l'aube, elle ne l'était plus. Le déclenchement tient à une suite de décisions rapides prises dans un laps de temps réduit où chaque minute comptait. Les premières alertes confirment une anomalie de trafic, puis une autre jusqu'à former un motif cohérent. À ce moment précis, la consigne change. On ne disperse pas, on canalise. Les routes secondaires sont verrouillées, les issues latérales neutralisées et la progression des patrouilles s'organise par segments pour éviter toute fuite. L'apogée arrive lorsque la file entière est immobilisée. La scène est tendue mais contrôlée. Les camions tentent des manœuvres tardives, sans succès. L'ouverture successive des conteneurs révèle une constance troublante. On retrouve les mêmes types d'emballage, mêmes méthodes de dissimulation, mêmes couches de sacs humanitaires destinées à tromper un contrôle superficiel. Chaque découverte confirme que rien n'a été laissé au hasard. Ce n'est plus une saisie, mais un coup de filet structuré dont l'ampleur se mesure à chaque caisse ouverte. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit l'évolution en temps réel, les ordres sont sobres et opérationnels. Priorité à la sécurisation, puis à la documentation. Aucune précipitation médiatique, aucune déclaration spectaculaire. L'enjeu est ailleurs. Préserver l'intégrité des preuves pour comprendre la chaîne complète, de l'origine à la destination. Des renforts spécialisés sont envoyés, une cellule d'enquête est activée et les premiers relevés commencent. Méthodiquement, camion par camion. Les ondes de choc se propagent rapidement. Les forces armées réévaluent leur protocole frontalier, conscientes que ce qui a été intercepté n'est peut-être qu'un fragment. Les services de renseignement élargissent le spectre de leurs recherches, intégrant désormais des pistes financières et logistiques. Les chauffeurs, interrogés séparément, livrent des informations fragmentaires mais convergentes. Ce convoi n'est pas unique, et d'autres cargaisons auraient déjà circulé auparavant. Sur le plan symbolique, la bascule est immédiate. Ce qui devait rester invisible devient visible, presque brutalement. Les images des armes alignées circulent, suscitant à la fois stupeur et gravité. Elles rappellent que la menace n'était pas théorique, mais matérielle, prête à être activée. Pour les autorités, cette prise de conscience accélère les décisions. Pour la population, elle transforme une nuit obscure en point de rupture clair. Les répliques continuent dans les jours suivants. Les audits internes se multiplient, les frontières sont scrutées différemment et chaque détail est réexaminé à la lumière de ce qui a failli passer. Cette dynamique, enclenchée en quelques heures, redéfinit les priorités nationales. Elle montre comment un événement bref peut produire des effets durables, bien au-delà de son instant initial, et pourquoi cette nuit-là restera comme un moment charnière de l'histoire récente du pays. Avant cette nuit, la référence était connue. Les saisies d'armes au Burkina Faso concernaient le plus souvent quelques dizaines d'unités, parfois une centaine, issues de circuits locaux fragmentés. Cette base permettait aux services de sécurité d'évaluer la menace comme diffuse mais contenue, inscrite dans une dynamique régionale de faible intensité. L'interception du convoi change brutalement cette échelle de lecture. Le premier écart apparaît avec l'inventaire initial. Les experts militaires recensent environ 25 000 fusils de type AK-47, dont une part significative porte des numéros de série associés à des stocks libyens postérieurs à 2011. Pour un pays habitué à des saisies marginales, ce volume représente un saut qualitatif majeur. En termes simples, il suffit à équiper plusieurs brigades complètes,
bien au-delà des besoins d'un groupe armé local. Cette quantité transforme une hypothèse de nuisance en capacité militaire structurée. Le second indicateur renforce cette rupture. L'analyse met au jour près de 10 000 fusils M16, dont certains sont identifiés comme provenant d'usines européennes. Cette diversité d'origine n'est pas anodine. Elle suggère une capacité d'approvisionnement multisource, donc un financement robuste et des intermédiaires capables d'opérer sur plusieurs marchés réglementés. Là où un trafic local se limite souvent à une filière unique, ici le schéma devient transnational. Un troisième chiffre agit comme un signal d'alerte stratégique. Les enquêteurs découvrent environ 400 missiles antiaériens, parfois encore dans leur conditionnement d'origine. Ce type d'armement ne vise pas un simple affrontement terrestre. Il est conçu pour neutraliser des infrastructures critiques, notamment l'aviation. L'écart avec la base habituelle est ici maximal. On passe d'armes légères à des systèmes capables de modifier l'équilibre sécuritaire d'un État. Ces chiffres prennent tout leur sens lorsqu'ils sont mis en relation. Ensemble, ils dessinent un arsenal cohérent, pensé pour des opérations coordonnées et prolongées. La logique n'est plus celle d'un coup opportuniste, mais d'une préparation méthodique. C'est dans cette lecture que s'inscrit la réaction d'Ibrahim Traoré, qui insiste pour que chaque numéro de série soit vérifié et consigné afin de relier le matériel à des circuits connus et à des précédents documentés. L'écart ne se limite pas aux armes. Les premières analyses financières révèlent des flux transitant par plusieurs juridictions, notamment européennes et moyen-orientales. Sans avancer de montant précis, au-delà des estimations globales, ces trajectoires bancaires confirment que les ressources engagées dépassent largement les capacités d'un réseau local. Là encore, le contraste est clair avec complexité accrue, sophistication accrue et implication d'acteurs extérieurs. Ainsi, la preuve quantifiable ne réside pas dans un chiffre isolé, mais dans leur convergence. Chacun, pris séparément, interpelle. Ensemble, ils imposent une conclusion provisoire. Le Burkina Faso n'a pas intercepté un trafic ordinaire, mais une capacité de déstabilisation complète. Cette réalité chiffrée referme une question ouverte plus tôt et en ouvre une autre, plus lourde. Qui avait intérêt à mobiliser une telle puissance et dans quel horizon de temps ? Très vite, deux interprétations contradictoires se sont imposées dans l'espace public. La première, relayée par certains médias occidentaux, avance que l'incident aurait été amplifié pour consolider l'autorité du pouvoir en place. Selon cette lecture, la saisie serait réelle mais surinterprétée, intégrée dans un récit de fermeté destiné à renforcer la légitimité d'Ibrahim Traoré à l'intérieur du pays. L'argument central est politique. Un État fragilisé aurait intérêt à dramatiser une menace pour souder l'opinion et marginaliser ses opposants. La seconde interprétation, soutenue par plusieurs gouvernements et analystes du Sahel, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure coordonnée. Elle s'appuie sur la synchronisation des convois, la diversité des origines des armes et la complexité des circuits financiers. Pour ces partisans, aucun réseau interne isolé ne peut réunir, déplacer et dissimuler un tel arsenal sans appui logistique internationaux. Ici, l'enjeu dépasse le Burkina Faso et touche à l'équilibre régional. Mettre ces deux thèses à l'épreuve impose de revenir aux faits observables. La première hypothèse explique difficilement la présence de missiles antiaériens et d'armes standardisées issues de plusieurs zones de conflit. Elle n'éclaire pas non plus la convergence temporelle des camions, ni la sophistication du camouflage humanitaire. A l'inverse, la thèse de l'ingérence trouve des points d'appui concrets dans les numéros de série, les itinéraires bancaires et les aveux partiels recueillis auprès de certains chauffeurs. Cela ne signifie pas que toute communication politique soit absente de l'affaire. Mais la solidité matérielle des preuves réduit l'espace de l'exagération. En confrontant les deux lectures, un constat s'impose progressivement. Seule l'hypothèse d'une opération structurée au-delà des frontières permet de relier sans contradiction l'ensemble des éléments disponibles et de comprendre pourquoi la réaction d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de sécurité élargie plutôt que dans un simple calcul narratif.
À mi-chemin de l'enquête, les autorités saisissent un fichier et l'interprétation globale bascule. Il ne s'agit ni d'une liste logistique, ni d'un simple échange technique, mais d'un plan structuré intitulé Démocratie restaurée. Ce document détaille une architecture complète de prise de pouvoir. Faux passeport diplomatique, décrets déjà rédigés et nom de responsables pressentis pour occuper des ministères de clé. Ce qui semblait périphérique devient central. Cette découverte reconfigure la lecture des faits précédents. Les armes ne sont plus seulement des moyens de nuisance, mais des instruments au service d'un projet politique précis, pensé sur plusieurs mois. Les échanges numériques associés et les flux financiers codés confirment que ce plan a circulé entre plusieurs capitales bien au-delà du territoire burkinabé. La logique n'est pas improvisée, elle est séquentielle. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation marque un point de non-retour. L'enjeu n'est plus uniquement sécuritaire, il devient institutionnel et diplomatique. La saisie des camions apparaît alors comme le premier acte visible d'une manœuvre beaucoup plus vaste, dont l'objectif était de décider à l'avance de l'avenir politique du pays. À partir de ce moment, chaque élément de l'enquête est relu à travers ce prisme et la question centrale évolue. Comment contenir un projet déjà pensé pour l'après-renversement ? Les effets de cette interception ne restent pas confinés au dossier d'enquête. Ils se déploient rapidement sur plusieurs plans, touchant des acteurs différents, chacun confronté à des conséquences spécifiques et mesurables. Comprendre ces répercussions permet de saisir pourquoi l'événement dépasse largement le cadre sécuritaire initial. Pour les institutions nationales, l'impact est immédiat et structurant. Les forces armées et les services de renseignement engagent d'eux-mêmes une révision complète de leurs protocoles frontaliers. Des audits internes identifient des failles jusque-là sous-estimées, tandis que de nouvelles procédures de traçabilité sont mises en place. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un mécanisme inédit de transparence voit le jour, la publication régulière des saisies et des flux interceptés. Cette démarche vise à restaurer la confiance publique et à signaler que l'État assume désormais une logique de prévention plutôt que de réaction tardive. Institutionnellement, la crise agit comme un accélérateur de réformes. Pour le tissu économique, les conséquences sont plus ambivalentes. À court terme, l'arrestation de ressortissants étrangers et la mise en cause de circuits financiers internationaux provoquent des tensions diplomatiques. Certains partenaires évoquent des mesures restrictives, alimentant la crainte d'un ralentissement. Pourtant, un mouvement inverse apparaît. De nouveaux acteurs économiques, notamment en provenance d'Asie et d'Eurasie, manifestent leur intérêt pour des coopérations alternatives. En quelques mois, les exportations minières progressent sensiblement, illustrant un réalignement géoéconomique qui transforme un risque en opportunité relative. L'économie n'est pas épargnée, mais elle s'adapte. Pour la population, l'effet est d'abord émotionnel, puis civique. Les images des armes saisies, diffusées largement, suscitent un mélange de peur rétrospective et de soulagement. Beaucoup prennent conscience de ce qui aurait pu se produire si le convoi avait franchi la frontière. Des rassemblements spontanés expriment un soutien aux forces de sécurité, tandis que les débats publics se multiplient autour des notions de souveraineté et de vigilance collective. Cette mobilisation n'efface pas les inquiétudes quotidiennes, mais elle renforce un sentiment d'unité rarement observé depuis des années. Enfin, pour l'environnement régional, les répercussions sont stratégiques. Le Mali et le Niger lancent leurs propres audits, cherchant à détecter d'éventuels réseaux similaires. Une coordination renforcée s'installe avec des échanges de renseignements plus systématiques. Même des organisations régionales divisées reconnaissent que l'opération a probablement évité une déstabilisation plus large du Sahel. Dans ce contexte, l'action conduite sous l'autorité d'Ibrahim Traoré acquiert une portée symbolique. Elle montre qu'une initiative nationale peut produire des effets de sécurité collective. Ces 4 cercles dessinent une même réalité. L'interception n'a pas seulement empêché un scénario catastrophe, elle a redistribué les lignes de force institutionnelles, économiques, sociales et régionales. Ce sont ces effets cumulés qui expliquent pourquoi l'événement continue de peser sur les décisions actuelles. Bien après la nuit du 16 août, à partir des éléments établis, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Sans assigner de probabilité,
mais en clarifiant les conditions qui les rendent possibles. La première est celle d'une stabilisation progressive. Dans ce scénario de base, les enquêtes judiciaires avancent à un rythme soutenu, les responsables identifiés sont poursuivis et les mécanismes de transparence mis en place après la crise deviennent routiniers. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Les réformes sécuritaires produisent des effets mesurés, améliorant la détection précoce sans bouleverser l'équilibre économique. L'État consolide sa crédibilité sans pour autant transformer radicalement son environnement. La deuxième trajectoire est plus favorable et repose sur un effet d'entraînement régional. L'interception du convoi devient un précédent étudié et repris par des pays voisins confrontés à des menaces similaires. Une coopération plus structurée émerge, fondée sur le partage de renseignements et des opérations coordonnées. Dans ce cadre, le Burkina Faso renforce sa position diplomatique et attire des partenariats alternatifs, moins conditionnés politiquement. La souveraineté affichée se traduit par une capacité accrue à négocier. Et l'épisode du 16 août est intégré comme un point de bascule positif dans la mémoire collective régionale. La troisième trajectoire est plus tendue. Elle suppose une réaction indirecte d'acteurs mis en difficulté par l'échec de l'opération. Pressions économiques, campagnes de désinformation et restrictions ciblées peuvent fragiliser certains secteurs. L'inflation augmente, les importations stratégiques deviennent plus coûteuses et la tension sociale s'accroît. Toutefois, même dans ce scénario, la cohésion née de la crise agit comme un amortisseur partiel, limitant le risque d'instabilité interne immédiate. Face à ces trois horizons, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de réagir à chaque choc, l'enjeu est d'anticiper les signaux faibles, ceux qui précèdent les crises visibles. C'est dans cette capacité d'anticipation que se joue la différence entre subir un agenda extérieur et reprendre l'initiative sur le long terme. Au-delà des institutions et des scénarios macro, l'affaire se réfracte dans la vie de groupes concrets avec des effets différents mais reliés. Pour ceux qui vivent la sécurité au quotidien, soldats, chauffeurs de nuit, agents publics de terrain, l'interception n'est pas une abstraction. Elle redéfinit les routines. Les contrôles deviennent plus exigeants, la coordination plus serrée et la responsabilité individuelle plus visible. Le message est simple. Un signal faible pris au sérieux peut empêcher une chaîne d'événements irréversibles. Pour les ménages urbains et ruraux, l'impact est d'abord psychologique puis civique. La diffusion d'images et d'éléments vérifiés suscite un double effet. D'un côté, la prise de conscience de ce qui a été évité renforce le sentiment de vulnérabilité passée. De l'autre, la transparence relative des autorités nourrit un regain de confiance conditionnelle. Les discussions publiques se déplacent des rumeurs vers les mécanismes. Comment une menace circule ? Comment elle est détectée ? Et pourquoi la vigilance collective compte. Cette bascule, discrète mais réelle, modifie la façon dont l'information est consommée et discutée. Pour la diaspora, souvent exposée à des récits externes contradictoires, l'épisode agit comme un repère. Les échanges au sein des associations et des réseaux étudiants montrent un intérêt accru pour les sources, les preuves et la chronologie. L'événement devient un cas d'école pour comprendre la désinformation, mais aussi pour expliquer le pays à l'extérieur sans simplification excessive. Cette posture n'efface pas les désaccords, elle les rend plus argumentés. Enfin, pour les jeunes professionnels, journalistes et chercheurs, l'affaire ouvre un champ d'apprentissage. Elle montre comment une enquête se construit, comment les chiffres dialoguent avec les récits, et comment des choix institutionnels se traduisent en effets sociaux. Deux gestes simples émergent, vérifier avant de partager et contextualiser avant de juger. Ces pratiques, modestes individuellement, renforcent collectivement la résilience informationnelle. Pris ensemble, ces changements n'annoncent pas une transformation instantanée. Ils indiquent plutôt une inflexion durable. La sécurité ne se limite plus à l'État. Elle devient une responsabilité partagée, fondée sur l'attention, la preuve et le temps long. Après la révélation, l'enjeu n'est plus seulement d'enquêter, mais de traduire les enseignements en actions mesurables. La feuilletonne de route qui se dessine s'articule en étapes claires, chacune associée à un responsable, un calendrier et un indicateur. D'abord, sécuriser la chaîne de renseignement. Les postes frontaliers sont dotés de capacités de détection renforcées
et des analystes dédiés suivent les flux atypiques. L'objectif est opérationnel, réduire drastiquement les passages non détectés sur 12 mois avec un suivi mensuel public. Ensuite, moderniser les capacités sans dépendance excessive. Les matériels récupérés sont neutralisés et recyclés, et les ressources dégagées financent l'équipement des unités frontalières et des formations locales. Le critère d'évaluation est simple, disponibilité opérationnelle accrue et temps de réaction raccourci sur les axes sensibles. Cette approche privilégie l'autonomie et la maintenance locale. Troisième étape, judiciariser rapidement le transnational. Un pôle spécialisé, rattaché au sommet de l'exécutif, concentre les dossiers liés au réseau extérieur. Les délais d'instruction sont encadrés, la traçabilité des preuves standardisée et la coopération judiciaire internationale activée au cas par cas. Le succès se mesure à la qualité des dossiers consolidés et aux décisions rendues dans des délais prévisibles. Quatrième axe, institutionnaliser la coopération régionale. Les échanges de renseignements avec les pays voisins deviennent réguliers, documentés et évalués. Des exercices conjoints testent les procédures et les résultats sont publiés sous forme d'indicateurs agrégés. La sécurité collective progresse par la répétition et la transparence. Enfin, ancrer la vigilance dans la société. Les programmes éducatifs intègrent des modules sur les signaux faibles et la vérification de l'information. Pour Ibrahim Traoré, cette étape est décisive. Elle transforme une crise en culture durable, mesurable par l'adoption des pratiques et la baisse des alertes tardives. Lorsque les armes saisies sont fondues, l'image qui s'impose n'est pas celle de la destruction, mais de la transformation. Le métal incandescent, autrefois destiné à blesser, devient matière neutre, réutilisable, presque pédagogique. Le capitaine Moussa Kaboré, présent lors de cette étape symbolique, observe un fragment refroidi promis à une nouvelle fonction civile. Le geste est simple, mais sa portée est large. Ce qui devait nourrir la peur est intégré à la mémoire collective. Autour, des citoyens ordinaires regardent sans triomphalisme. Il n'y a ni célébration excessive, ni mise en scène. Seulement la conscience d'avoir frôlé un basculement et de l'avoir évité. Cette scène fait écho à la nuit du 16 août, mais dans un registre inversé, après l'urgence, le temps long, après le secret, la visibilité. Elle rappelle que la sécurité ne se mesure pas seulement à l'arsenal neutralisé, mais à la capacité d'un pays à donner du sens à ce qu'il traverse. Pour Ibrahim Traoré, ce moment referme une boucle. La souveraineté n'est plus un slogan, elle devient une pratique faite de vigilance, de preuves et de transmission. Transformer la menace en mémoire protège l'avenir. L'histoire de cette nuit ne s'achève pas avec la fin de l'enquête. Elle se prolonge dans les conversations, les choix quotidiens et la manière dont une société regarde ses propres fragilités. Chacun peut y trouver un rôle modeste mais réel. Parler des faits plutôt que des rumeurs. Poser des questions avant d'adopter un récit. Prendre au sérieux les détails qui semblent anodins, car ce sont souvent eux qui annoncent les ruptures majeures. À l'échelle collective, l'enjeu est de maintenir l'exigence sans basculer dans la méfiance permanente. La vigilance n'est pas la peur, c'est l'attention organisée. Elle suppose des institutions responsables, mais aussi des citoyens informés, capables de dialoguer sans simplifier à l'excès. Dans cet équilibre, la souveraineté cesse d'être abstraite et devient un bien commun, entretenu par des gestes répétés. Ce récit invite donc à une discussion ouverte. Qu'est-ce qu'une information fiable dans un contexte de pression géopolitique ? Comment préserver l'unité sans taire les désaccords ? Et comment transformer une crise évitée en apprentissage durable ? La réponse n'est pas unique. Elle se construit dans l'échange, la mémoire et le temps partagé.